Pourquoi les gens se contredisent tout le temps sans même s'en rendre compte? Dans mon expérience, j'ai pu observer de nombreuses fois, toujours les mêmes histoires. Des personnes qui affirment par exemple être complètement féministes, mais au sein de leur propre couple, et être très autoritaires en tant qu'hommes. Pourquoi j'ai pu observer des femmes dire qu'elles sont attirées par certains types d'hommes, des hommes par exemple gentils, attentionnés, mais qu'au fond, c'est l'opposition que l'on peut voir. Pourquoi, par exemple, des gens paraissent très sûrs d'eux, mais en réalité, c'est tout l'opposé. Comment ça se fait qu'on n'a pas conscience de tout ça? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tenter d'expliquer, grâce à la psychologie évolutionniste, pourquoi on se comporte de la manière dont on se comporte réellement. Concrètement, ma thèse est la suivante. Nous, êtres humains, agissons pour notre propre intérêt. Nous sommes en fait individualistes et égocentriques. Pourquoi? Parce que ça favorise notre reproduction et notre survie. En fait, en étant individualiste et égoïste et en se hissant au sommet de la hiérarchie sociale, nous aurons plus de facilité à donc partager nos gènes et à favoriser la réplication de nos gènes à travers notre descendance que si à l'inverse nous ne répliquions pas nos gènes. Et en fait, tout découle de ça. Alors c'est un peu évolutionniste ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave, on va se remettre un peu dans le bain parce que j'en avais déjà fait une conférence là-dessus. En fait, dans la théorie évolutionniste, on part du principe que si on était un gène, qu'est-ce qui favoriserait notre réplication? On part vraiment de ce principe-là et c'est comme ça qu'on a réussi à découler plein de sous-théories et qui aujourd'hui n'ont jamais été mises en défaut. C'est-à-dire que si on veut prouver qu'une étude a été erronée, et bien dans ce cas-là, on montre des contre-exemples. Donc aujourd'hui, on en est là, peut-être que demain, ça ne sera plus le cas. Mais dans la théorie de la psychologie évolutionniste, revenons à ça, c'est que si nous sommes conscients de ces motivations égoïstes et égocentriques, les autres vont le remarquer et donc vont nous rejeter. Donc il faut en même temps penser à nous, mais en même temps le cacher aux yeux des autres. Par exemple, si on demande aux gens pourquoi ils ont acheté leur nouvelle montre, si ils ont acheté leur nouvelle luxueuse voiture, ou pourquoi ils ont acheté ces nouveaux fringues, ils vont nous répondre parce que ce sont des beaux fringues, c'est pour l'esthétique, c'est pour la fonctionnalité. Mais la réalité, on le sait tous, c'est non pas pour toutes ces fonctionnalités que je viens de vous décrire, mais plutôt pour se la péter, pour se la vanter aux yeux des autres. La réalité, c'est que ce comportement provient d'une motivation sociale, le fait de se hisser au sommet de la hiérarchie. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: pourquoi nous sommes étrangers à notre propre corps? Pourquoi nous n'avons pas conscience de tous ces aspects-là? En fait, il faut bien comprendre qu'il y a eu différents domaines scientifiques qui nous ont amenés à penser ça. Tout d'abord, la neuroscience nous a bien montré par de nombreuses expériences, notre cerveau nous cache des choses. Notre cerveau nous invente des informations plausibles que l'on aura tendance à croire pour éviter de nous confronter à la réalité. Donc nous avons plein de biais cognitifs que nous ne contrôlons pas, évidemment. Par exemple, l'effet de halo, l'effet du démon, et j'en passe. En fait, il y en a plein. D'ailleurs, il y a une superbe chaîne YouTube que j'avais vue qui élicite tous ces comportements de biais cognitifs. Par exemple, Emily Pronin de l'université de Preston, professeure en psychologie, a créé une expression qu'elle appelle l'illusion de l'introspection. C'est le fait de ne pas connaître notre cerveau aussi bien que nous le prétendons. Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Agir dans notre propre intérêt sans que les autres le remarquent. Donc là, j'ai parlé des biais cognitifs et de la sociologie, de la psychologie, mais il y a aussi tout un autre aspect qui concerne la primatologie. Donc quand on étudie des groupes d'animaux différents et qu'on les étudie un à un, on se rend compte que nous, êtres humains, nous ne sommes pas une exception à la règle. Nous appartenons aussi à cette catégorie d'êtres humains qui agissent pour son propre intérêt. En fait, les animaux ont des tendances machiavéliques, possessives, dominatrices, bref, de tous ces comportements de pouvoir qui nous amènent à nous hisser hiérarchiquement aux yeux des autres. Un exemple concret, c'est quand on nous demande pourquoi on agit en politique, on va répondre que ce sont pour des justes causes, c'est pour des raisons sociales, c'est pour des belles valeurs. Mais la réalité, elle est beaucoup plus sournoise. C'est pour dominer les autres hiérarchiquement, en compétition, rentrer en compétition et montrer qu'on a gagné la compétition, et aussi pour se la péter. On dit, ah là là, la classe politique, c'est quand même la classe des élites. Il faut bien comprendre tout ça pour comprendre la suite de tout ce que je vais vous dire. Ces comportements, ils sont tellement inconscients que, par exemple, pendant la crise économique en 2008, si on demandait aux banques pourquoi elles ont adhéré à ce nouveau système pour faire face à la crise, ils vont pas dire que c'était pour eux qu'ils faisaient ça, mais pour l'ensemble de la communauté et l'ensemble du monde. Mais la réalité, c'est que la crise économique les a avantagés eux et pas les autres. Cette ligne de pensée, par conséquent, elle suggère que nos institutions sont inutiles. Elles servent en réalité à nous la péter, à nous hisser hiérarchiquement et à avoir donc plus de succès
pour l'autre sexe. Maintenant que j'ai un peu présenté ma thèse, rentrons un peu plus dans le détail. Concrètement, il y a 4 aspects que je vais un peu plus détailler, et puis après on va aller de manière plus générale. Premier point, les gens nous jugent tout le temps. Ils veulent savoir si nous serons des bons amis, des bons alliés, et nous pourrons rentrer en coopération avec eux. Et évidemment, ils jugent nos propres motivations. Si nos motivations sont obscures, sombres, alors nous nous ferons rejeter, tandis que si nos motivations sont belles et lumineuses, alors dans ce cas-là, ils nous intégreront et on pourra aussi se hisser hiérarchiquement. Est-ce que nous agissons dans une démarche purement égoïste ou pour des belles motivations? Deuxième point, étant donné que les autres nous jugent, nous devons donc par conséquent montrer nos bons côtés. Nous devons minimiser nos mauvais côtés et maximiser les bons. Ce n'est pas exactement mentir, mais ce n'est pas non plus être totalement honnête. Troisième point, cela ne s'applique pas qu'aux mots, mais aussi à notre pensée. On croit que nos pensées sont beaucoup plus privées qu'on ne le pense. La réalité, c'est que nous transmettons déjà notre pensée à travers notre langage corporel, notre body language si vous préférez en anglais. On va par exemple rire à des moments peut-être inopportuns, on va se braquer en croisant les bras, on va être tactile avec une femme si on veut la séduire. En fait, c'est des langages qui nous trahissent et si on est un peu attentif, on peut analyser le comportement d'autrui juste en regardant leur langage corporel. Notre conscience, en fait, nous trahit. C'est pour cela qu'on n'a pas forcément conscience de nos motivations les plus mauvaises, j'ai envie de dire, et les plus cachées et sombres au fond de nous. Notre conscience est en réalité une répétition de ce que l'on est prêt à dire aux autres. Et quatrième point, enfin, dans les domaines les plus polarisés, par exemple la politique, les gens sont beaucoup plus égoïstes qu'ils ne le prétendent. Alors tout ce que je viens de vous dire, c'est intéressant, mais c'est difficile à célébrer. Si je vous dis qu'en fait, vous faites telle action pour une raison purement égoïste, bah forcément vous n'allez pas le partager aux autres, ça va jamais devenir viral. Gardez-le pour vous et analysez-vous, prenez-en conscience, prenez du recul aussi sur pourquoi vous faites ce genre de comportement. Maintenant que je viens de vous dire tout ça, sachez que quand même ça présente un risque. Si les gens sont au courant de vos motivations ultérieures, eh bien ils vont avoir peut-être tendance à vous rejeter. Et c'est pour ça que dans le comportement humain, il y a ce qu'on appelle l'autodéception. C'est-à-dire que nous allons avoir des comportements purement égoïstes, bénéfiques pour nous, sans que pour autant ça paraisse mauvais aux yeux des autres. Et donc ils vont se cacher eux-mêmes leurs propres contradictions pour en récupérer les bénéfices. Une raison concrète à ça, c'est que l'être humain, il a développé un cerveau aussi volumineux, non pas pour des challenges environnementaux, par exemple faire face à notre environnement extérieur, faire face aux prédateurs, pour mieux chasser. Non, c'est pas pour ça. C'est pour des raisons complètement sociales. C'est-à-dire que l'être humain a un aussi gros cerveau pour se hisser au sommet de la hiérarchie, pour dominer les autres, mais d'une manière complexe et subtile, pour faire face à la compétition sans que ça paraisse visible, par exemple à travers les moqueries, le rire. Si on va te demander pourquoi tu te moques, on va dire bah c'était qu'une blague, le prends pas mal. Mais en réalité, c'est un test psychologique qui consiste à diminuer la valeur sur le marché de la hiérarchie de l'autre. On a aussi la capacité de tromper, de décevoir les gens. Et ça, c'est des compétences propres à l'être humain et non pas aux autres espèces animales. Ce qui nous amène à un sujet très intéressant, c'est que l'être humain, il est purement destructeur et non pas coopératif. Et quand on y réfléchit d'un point de vue complètement historique, on peut voir qu'en fait, depuis la nuit des temps, l'être humain, il a effectué de nombreux génocides dans toute la carrière et il a créé beaucoup de guerres d'ego et ça nous amène à un aspect beaucoup plus sombre de l'être humain. En fait, fait ça d'un point de vue toujours purement égoïste, pour avoir accès aux femmes, pour avoir accès au territoire, aux ressources et à vivre dans les meilleures conditions possibles. Tout cela étant dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une espèce d'arbre qui s'appelle les Sequoia supervirens? C'est les plus grands arbres au monde et quand on va dans la forêt et qu'on les voit, on peut voir qu'ils sont vraiment gigantesques. En fait, je vous parle de ça parce que ces arbres, ils sont en compétition entre eux. Et pourquoi ils sont devenus aussi grands? C'est parce que ceux qui étaient les plus grands reçoivent le plus de soleil par rapport aux autres et donc avaient tendance à être en meilleure santé et à propager le plus leurs graines et leurs semences pour que leurs gènes en quelque sorte se reproduisent. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est qu'on est exactement pareil, être humain. Et évidemment, celui qui aura le meilleur statut social aura aussi accès aux meilleures ressources. On distingue deux types de statut social chez l'être humain, un de dominance et un de prestige. La dominance, en fait, c'est le fait d'être capable d'intimider les autres. Tandis que le prestige, lui, il vient du fait que les autres vous admirent.
Évidemment, ce ne sont deux choses qui n'ont rien à voir, mais ce sont deux choses qui permettent de se hisser hiérarchiquement. On peut par exemple comparer Staline à Einstein. Staline était très autoritaire, très dominant, et Einstein avait beaucoup de prestige. La dominance, c'est clairement le résultat de la compétition qui peut être violente et destructrice, tandis que le prestige, lui, c'est plus par les normes sociales. Il a réussi à avoir l'admiration grâce à sa victoire par rapport aux normes sociales et par exemple en se cultivant, en faisant du sport, en faisant tout et n'importe quoi finalement qui est valorisant culturellement parlant. On obtient du prestige non pas en étant beau et riche, mais on peut obtenir du prestige en étant par exemple artiste, en étant charmant, en étant sportif. Il y a plein de manières en fait d'obtenir du prestige. Ce qui est intéressant, c'est que nous, humains, même les plus pauvres des pauvres, sont quand même plus riches que nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs. Nous avons accès à bien plus de matériel et de ressources aujourd'hui que nos ancêtres. Et pourtant, nos ancêtres étaient quand même désirés. C'est-à-dire qu'en fait, avec la culture, le prestige a migré et a changé au fur et à mesure. On comprend donc mieux pourquoi les individus qui nous ressemblent, qui sont peut-être nos amis même, on a de la jalousie qu'on ressent envers eux. Parce que si ils ont réussi, eux, ils ont gagné du prestige et on peut se dire que nous aussi, on aurait pu être comme eux et on aurait pu réussir à leur place. Après avoir dit tout ça, il est maintenant temps de s'intéresser aux exemples concrets. Et pour cela, il est nécessaire de bien se remémorer que les actions parlent plus que nos mots. Enlevez les mots parce que nous n'en sommes pas conscients. Nos mots, ce sont des mauvais reflets de nous et nous n'avons pas conscience de ce que sont nos réelles motivations et même celles qu'on a envie de cacher en fait au plus profond de nous-mêmes. Le tout premier exemple, c'est les normes sociales. Les humains ont développé des normes sociales bien plus que toute autre espèce, et même, on peut même dire que ce sont nous qui les avons inventées, les normes sociales, pour faire profiter la majorité du groupe. Ce sont pour limiter nos comportements purement égoïstes. Par exemple, toute violence est interdite par la loi. Par exemple, la norme sociale de ne pas utiliser la violence physique dans la rue permet d'éviter que les personnes les plus fortes dominent les autres et donc qu'ils s'imposent et amènent son autorité dans la société. C'est pour cela que nous, humains, avons développé ce qu'on appelle des sanctions mineures qu'on va imposer aux autres et qu'on va donner aux autres s'ils ne respectent pas les normes sociales. S'ils vont trop loin, alors là, dans ce cas-là, il y aura des sanctions beaucoup plus lourdes. Et on a donc développé un moyen pour franchir ces normes sociales sans que ça soit détecté par autrui. Parce que évidemment, on veut toujours agir dans notre propre intérêt. Si on veut montrer nos muscles, on sait que c'est pas du tout adéquat de soulever son t-shirt dans une salle de musculation pour séduire la femme en face de nous. Mais par contre, on va faire des petits signes involontaires. Par exemple, je sais pas, on va mettre des débardeurs qui mettent en avant nos muscles. Ce sont des petits signes qui montrent qu'en fait, les normes sociales sont là, mais qu'on va quand même les transgresser petit à petit. Par exemple, dans les normes sociales, si on revient à l'exemple de la musculation, si je mets quelque chose de trop moulant, de trop extravagant, les gens vont me dire c'est trop là, arrête, tu te la pètes trop là. Et si ça va trop loin, si par exemple je me déshabille concrètement, il y a des gens qui vont venir me voir et vont me dire tu sors en fait de la salle. Il y aura toute une série de transgressions qui vont être progressives au fur et à mesure que l'on brise la norme sociale préétablie dans la société dans laquelle on est. Par exemple, les leaders comme Mao Zedong ou Steve Jobs avaient pour interdiction d'être critiqués au sein de leur pays ou de leur entreprise. C'était une norme sociale qu'ils avaient décidé de créer eux-mêmes. Et tous ceux qui ne la respectaient pas, allaient plus ou moins soit se faire rejeter, soit se faire guillotiner ou en prison, enfin j'en sais rien, j'ai pas envie de savoir. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'égalité qui s'est aussi créée au sein des forageurs pour éviter que tout le monde impose sa propre loi. Si demain on constate qu'il y a du harcèlement, qu'il y a des personnes qui sont violentes avec d'autres, on va le signaler. C'est toujours pour ne pas permettre qu'à quelqu'un s'impose aux yeux des autres. Mais il va quand même le faire beaucoup plus subtilement et on va voir comment. Tout cela permettant de contraindre même le plus fort des individus. Comme Christopher Boehm le disait, il y a ce qu'on appelle la tendance à vouloir renverser la hiérarchie préétablie. Ce que cela veut dire, c'est que, étant donné, par exemple, si on n'est pas élevé hiérarchiquement, on va vouloir faire en sorte, par exemple, d'être plus à gauche pour justement se surélever hiérarchiquement. Ce qui nous amène à penser que donc, notre politique est prédéfinie par le statut social que nous sommes avant d'entrer en politique et le statut social qu'on voudrait avoir après avoir été politisé. Donc c'est vraiment très intéressant. Deuxième exemple, les ragots, les faillots, tout ce que vous voulez, ce sont des moyens de permettre de nuire et de réguler les normes sociales. Par exemple, si on entend que quelqu'un est trop comme ça,
ça va créer une alliance au sein des personnes qui ont entendu l'information et qui vont avoir tendance, du coup, à limiter l'action de quelqu'un. Si quelqu'un est trop supérieur à vous, vous allez tendance à raconter des histoires, à inventer des choses sur lui pour le faire diminuer de statut et vous, à votre tour, par opposition, gagner du statut social. Évidemment, c'est purement toujours égoïste et c'est très intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est aussi pour ça que les ragots sont quelque chose de très machiavélique en sorte parce que tu peux les inventer, tu peux vraiment manipuler les gens. Et c'est comme ça que les personnes machiavéliques font d'ailleurs. Hein. C'est en inventant des histoires qui n'existent pas pour atteindre le pouvoir à leur tour. Quelqu'un qui, par exemple, met en avant que cette personne est un tricheur sera célébré comme un leader. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on montre que ce parti-là est mauvais, eh ben nous, en contradiction, on va s'élever hiérarchiquement. Par exemple, on est tactile avec une femme alors que nous sommes en relation amoureuse avec une autre, ça apparaît inapproprié. Par contre, dès lors qu'on la taquine un peu sans que ça se voit, sans que c'est un peu discret, là c'est accepté. C'est tout un jeu finalement qui nous permet en fait de franchir les normes sociales sans même s'en rendre compte. Nous voulons nous la péter, dans ce cas-là, nous allons faire en sorte que les gens parlent de nous à notre place pour atteindre notre objectif. Nous célébrons les gens humbles, mais attaquons les gens qui se la vantent. Pourquoi? Parce que on a envie, nous, personnellement, de se mettre au-dessus d'eux. Un autre exemple, si une personne s'associe avec une autre personne de haut statut, on va être jaloux et donc on va dire « Ah ouais, t'es vraiment quelqu'un qui passe sous le bureau, quoi ». Tout ça, évidemment, pour éviter que la personne gagne du statut, tandis que vous, non. Quatrième ou cinquième exemple, je ne me souviens plus, la triche. On veut éviter que les gens détectent que nous trichons, donc pour cela, on se cache, on est un peu subtil, mais en réalité, quand on nous demande si on a triché, il est très difficile pour nous de le montrer. C'est ce qu'on appelle l'évasion de normes. Par exemple, si lorsque vous êtes en possession d'alcool sur les lieux publics, vous aurez tendance à cacher votre bouteille dans un sac en carton pour éviter que les gens le sachent. Par contre, si votre bouteille est affichée en direct devant tout le monde et que vous consommez pour le coup de l'alcool en public, là, il y a les policiers qui vont arriver. Par contre, si les policiers vous voient avec la bouteille en carton, ils vont dire « Allez, laissez passer ». Ça va dépendre de comment vous enfreignez les normes sociales. Maintenant que je viens de vous dire tout ça, je vais éliciter les différentes stratégies que l'être humain a développées pour être subtil, caché et agir selon toujours ses propres intentions. La première, c'est les prétextes. Ce sont des excuses déjà toutes faites, qui vont nous permettre d'éviter de nous faire remarquer. Par exemple, tu vas te moquer de quelqu'un et te sentir supérieur à lui, tu vas dire comme prétexte « c'était juste pour rigoler », alors que la réalité, c'était pour te sentir supérieur à lui. Deuxième point, une communication discrète. Si tu chuchotes avec quelqu'un pour éviter d'entendre la personne, c'est parce que si tu le fais, et si la personne entend, ça peut avoir des conséquences après. Troisième point, franchir une norme sans vraiment trop la franchir. Comme je vous l'ai dit avec l'exemple de la bouteille, la garder dans votre sac. C'est une violation de la norme parce que vous n'avez pas le droit de prendre de l'alcool sur la voie publique, mais vous le faites discrètement. Quatrième point, la subtilité. Si par exemple vous insultez quelqu'un demain, si vous le faites d'une manière verbale non appropriée, vous vous ferez juger. Par contre, si vous le faites d'une manière plus subtile, en utilisant des mots sophistiqués, eh bien là, la personne ne sera pas en légitime défense, enfin ne sera pas capable de se défendre légitimement et donc aura des difficultés à se défendre. Dans la communication discrète que je vous ai dit tout à l'heure, on distingue encore 4 autres points. Je sais que ça commence à faire beaucoup de points, mais c'est intéressant de comprendre aussi comment ça fonctionne en détail si ça vous intéresse. Le premier point, c'est par exemple le body language, donc le langage corporel. On va donner un petit coup d'œil, est-ce que tu as la réponse, on va donner des signes subtils. Deuxième point, une communication cryptée. On va utiliser des mots qui sont obscurs pour que les autres ne comprennent pas. Et tout en évitant toujours de ne pas franchir la norme sociale, mais en la franchissant quand même. Troisième point, le contexte. Par exemple, dans une situation, on va donner des indices que toi et uniquement toi peux comprendre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi, c'est vraiment mon cas. J'ai déjà donné des indices à des gens pour qu'ils comprennent ce que je voulais dire, mais que eux et uniquement eux comprennent. Le cinquième point, et c'est aussi celui que je préfère de tous, c'est le discours informel. En général, le plus formel est votre discours, le plus il aura de chances d'être accepté par la norme. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue, une femme, si vous êtes un homme, est-ce que vous voulez avoir du sexe avec moi ce soir? Elle va bien évidemment vous répondre non. Par contre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre expérience, si vous lui dites est-ce que tu as envie de jouer aux jeux vidéo ce soir? C'est beaucoup plus caché et en fait, ça va pas du tout déranger l'opinion des autres parce qu'elle va pouvoir affirmer aux autres bah non, je ne pensais pas que ça allait tourner comme ça. À la base, c'était juste
pour jouer aux jeux vidéo. C'est vraiment subtil et c'est pour éviter de se donner mauvaise figure. Elle dira qu'officiellement, c'était pas du tout prévu pour ça et que ça s'est fait. Imaginez ce scénario concret. Vous êtes en train de draguer une femme et tout se passe bien. Mais officiellement, vous ne vous draguez pas. C'est juste, voilà, ça rigole, vous vous taquinez, vous chamaillez. Mais officiellement, il ne se passe rien. Cependant, il va se passer quelque chose. Option 1, elle a trouvé quelqu'un de mieux que vous et qui est juste peut-être plus musclé, plus beau, plus intelligent, qui a plus de prestige ou plus de domination, j'en sais rien. Ou option 2, juste elle s'est rendue compte que vous n'avez pas de valeur finalement, vous étiez inintéressant. Ne pas avoir été consciente qu'elle était en train de flirter avec vous lui permet d'affirmer qu'en fait, elle n'a jamais été attirée par vous dans un premier lieu, alors que c'était effectivement le cas. Si elle admet aux autres qu'elle était attirée par vous, elle avait mal discerné un homme attirant d'un homme non attirant. Autre point concret, les gens aiment les personnes avec du prestige. Évidemment, se vanter est une bonne chose parce que les gens seront au courant de vos accomplissements, de vos exploits, de vos talents, de vos compétences, etc. Sauf que, évidemment, on n'aime pas les gens qui le font ouvertement. Donc une manière subtile de se la péter, c'est par exemple toujours de mettre des débardeurs, de faire que nos potes parlent de nous à notre place, etc., etc. Nous prenons du crédit lorsque nous avons une réussite, mais nous ne montrons surtout pas nos échecs. J'en viens maintenant au dernier point de cette vidéo, mais c'est aussi le plus important. J'en avais déjà parlé tout à l'heure, c'est l'autodéception. Pourquoi nous nous mentons à nous-mêmes? Pourquoi nous attaquons les autres de nos pires comportements à nous? Pourquoi nous projetons des traits de comportement aux autres que nous-mêmes nous produisons? Nous supprimons les mauvaises mémoires, mais gardons uniquement les belles. Nous rationalisons des comportements immoraux. Nous nous répétons toujours, voilà, tu es une personne formidable, tu as fait que des belles choses, alors qu'en réalité, c'est tout l'opposé. Et nous, évidemment, rentrons aussi dans des mécanismes de défense de l'ego. Nous nous décevons dans tellement d'aspects de la vie que je ne serais même pas capable de les compter. Imaginez par exemple un marathonien qui n'a pas fini son sprint, il est vraiment sur le point de tomber et de s'effondrer, mais il va quand même se rationaliser que ça va, c'est rien, et il va continuer sa course jusqu'à la fin. Pourquoi nous faisons ça? C'est parce que nous ne sommes pas capables de supporter la vérité. Cette autodéception, elle nous amène à des comportements hyper malsains, et je vais vous montrer tout ça pourquoi. Le premier point de l'autodéception consiste à ignorer volontairement des informations. Imaginez demain, on vous kidnappe. Si vous connaissez les informations sur le nom, le visage de la personne qui vous a kidnappé, cette personne peut le déduire de vous. Potentiellement, cela peut avoir des conséquences comme il pourra vouloir vous tuer pour éviter que vous révélez les informations au public. Deuxième point, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est croire intentionnellement des choses qui sont connues pour être fausses. Si vous êtes têtu et obstiné dans l'idée que vous allez gagner coûte que coûte, même si vous n'êtes pas du tout en état, ça va intimider la personne en face de vous. En fait, ce sont des scénarios qui nous limitent ou nous sabotent, mais qui sont en fait des scénarios gagnants. Imaginez par exemple un fou au volant. Imaginez ce jeu d'argent concret. Celui qui gagne 1 million d'euros par exemple. Vous êtes 2 conducteurs et vous vous foncez dedans. Le premier qui tourne à gauche ou à droite a perdu. Et donc par conséquent, celui qui n'a pas bougé son volant gagne la somme indiquée. Si le mec en face de vous prend une voiture défectueuse avec un volant qui ne marche plus, vous savez que pertinemment qu'il ne va jamais tourner. Et donc par conséquent, il n'y a que vous qui pouvez changer la direction de votre volant. Cette stratégie de suicide, en fait, c'est celle qui va fonctionner. Vous vous êtes auto-saboté parce que vous savez que l'autre en face de vous n'aura pas d'autre choix, tourner son volant. Deuxième type de comportement après le fou, le loyal. Le loyal, c'est quelqu'un qui va toujours croire ce que vous allez lui dire et qui va jamais remettre en question vos propos. Si par exemple demain vous trompez votre partenaire et que vous inventez une histoire qui n'a ni queue ni tête et que cette personne vous croit quand même, cette personne applique la stratégie donc du loyal. C'est-à-dire que si à un moment il remet en question ce que vous dites, l'alliance entre vous et lui va cesser. Et si elle cesse, à ce moment-là, il n'aura plus accès au statut social que vous lui procurez en étant en alliance avec lui. C'est donc pour cela qu'il adopte ce genre de stratégie. Le troisième point, c'est le leader qui va croire coûte que coûte ce qu'il dit. Par exemple, prenez un politicien qui croit pertinemment qu'il va gagner. Il aura beaucoup moins de difficultés à rallier des personnes à sa cause. Le politicien se fait des propres films, mais il va appliquer la stratégie gagnante, obtenir la victoire. Et enfin, le quatrième trait de comportement, le tricheur. Et de quoi tu me parles? Le tricheur, c'est quelqu'un qui va dire, lorsqu'il y aura une accusation, mes motivations sont pures, je n'ai rien fait, je n'ai pas d'idée de quoi tu parles. Il va nier les faits. Nier les faits est en fait une stratégie nous permettant d'affirmer qu'il ne s'est pas passé quelque chose, alors qu'en réalité, il s'est bien effectivement passé cette chose. Par exemple, lorsqu'il y a une interaction amoureuse et que vous êtes en relation avec quelqu'un, vous pouvez dire « Ah mais non, mais moi je draguais pas la personne, mais
il s'est rien passé, tu parles de quoi là? Alors qu'en réalité, vous étiez en train de vous chamailler, de vous taquiner, et vous n'avez pas pris conscience en fait qu'il y avait une réelle drague qui se mettait en place. À l'issue de cette vidéo, il est vraiment important pour vous de comprendre que lorsque on va demander à quelqu'un pourquoi il fait donc tel comportement, il n'en est pas conscient. Il va même inventer des histoires pour éviter de montrer ces aspects sombres de lui. Notre cerveau est tellement fort qu'il va créer et dissimuler nos propres aspects les plus sombres de nous pour mettre en avant les plus beaux. C'est pour cela qu'il ne faut jamais demander pourquoi vous avez fait ça et comprendre vous-même par l'intermédiaire de cette vidéo, par exemple, de mes autres vidéos ou d'autres vidéos d'autres youtubeurs, par exemple, pourquoi on agit de la manière dont on agit aujourd'hui.